de la société civile, observateur de la scène politique nationale, Madame Garba Maïmouna, la présidente du Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes COSEF, et Amadou Traoré Daouda, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Matinal, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Traoré. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder la deuxième partie consacrée aux défis qui attendent le futur président du Niger, nous allons suivre justement la réaction après vote des deux candidats en liste pour ce second tour, à savoir Bazoum Mohamed, candidat du pouvoir, et Mohamed Ousmane, candidat de l'opposition. Je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts. Et je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline, et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. Et j'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle est en effet de mon côté. Et donc, par conséquent, j'aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Nous venons effectivement d'exercer notre devoir, mais aussi notre droit constitutionnel, qui est celui de voter comme l'ensemble des citoyens de ce pays. Nous avons l'impression que la campagne, d'une manière générale, s'est bien déroulée dans le calme. Si jamais les citoyens constatent que ces élections ont encore à nouveau été des élections truquées, eh bien, je crains que la situation soit difficile à gérer. La fois passée, les gens ont été disciplinés. Nous-mêmes, nous avons contribué à ce qu'il y ait le calme, la sérénité, et à tolérer les résultats d'élections truquées. Mais cette fois-ci, puisque vous m'avez demandé mon sentiment, eh bien mon sentiment, c'est que la population n'est plus disposée à tolérer des élections truquées. Voilà, c'était là la réaction des deux candidats après vote pour le second tour de la présidentielle. Amadou Traoré Daouda, alors vous venez de suivre ces deux interventions. Alors quelle réaction cela vous inspire? Bien, merci d'abord pour l'invitation et je m'excuse d'être venu un peu en retard. Je constate que les deux candidats sont chacun serein. Chacun croit dur comme fer qu'il va gagner cette deuxième partie de l'élection présidentielle. Mais la différence peut-être des autres années et du premier tour, c'est que cette fois-ci on sent une détermination, une pugnacité, une rage chez Mohamed Ousmane qu'on n'a pas l'habitude de voir. En général, c'est quelqu'un de très pondéré, il a dit, tolérant. À la limite, il était en train de dire que les résultats du premier tour ne sont pas ce qu'on a dit, mais pour aller de l'avant, il a accepté que ça aille. Mais cette fois-ci, si les résultats ne sont pas ce que lui, apparemment, il pense, il se met à la place de la population. C'est pas de lui qu'il parle, si vous avez remarqué. Il dit que la population ne veut pas accepter. C'est-à-dire qu'il est quelque part en phase avec son électorat. Et c'est ça qui est la principale préoccupation que moi je dis la CENI doit avoir. Si quelqu'un de cette envergure, ancien chef d'État, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien parlementaire au niveau de la sous-région, d'habitude très pondéré, connu par tout le monde pour sa constance dans la pondération, dans la tolérance, s'il ose, je mesure le mot, s'il ose cette fois-ci sortir ses gants, c'est que vraiment il faut craindre. Merci bien pour cette réaction. On va aborder dans la foulée le thème de la deuxième partie de cette émission spéciale, les défis du futur président de la République. Alors, El Hadji Abdou,
pour vous, quels sont les grands défis qui attendent le futur président de la République? Bien, merci Sénou. Si tu me permets de réagir. En une minute. Oui. Ce que Traoré a dit est juste. Et ça doit faire réfléchir surtout le pouvoir. Tous ils connaissent à l'unanimité que Maman Ousmane est modéré. Si aujourd'hui il tient ce langage-là, c'est qu'il faut vraiment respecter la loi des élections. La seule voie, c'est cela. Parce que quand il dit effectivement, il parle au nom du peuple, c'est-à-dire il parle de son électorat. Et il sait de quoi il parle. Donc, ça doit interpeller qui de droit pour que ces élections-là soient conformément à la loi. Et que les gens restent dans le cadre de la loi. Donc, pour revenir à la question, les enjeux, évidemment, le premier enjeu, c'est la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité est grandissante. Vous avez vu, même lors de ce scrutin-là, parmi les observations signalées par les observateurs, il y a des bureaux qui ont fermé du fait des bandits armés. Donc l'insécurité est un défi. Et c'est sur ce terrain-là qu'on attend le président de la République, celui qui sera élu président. C'est ce dossier-là. Il faut garantir la sécurité du Nigeria. On ne peut pas continuer, parce que maintenant, quand vous regardez, Difa, Tlaberi, Tawa, maintenant, Maradi. Et même ceux qui sont venus, dit-on, et qui sont nos yeux et nos oreilles, eux-mêmes ils ont dit que le terrorisme se propage. Maintenant, il est dans le golfe de Guinée. Et on parle même des cellules djihadistes au Sénégal. Donc, le véritable enjeu, c'est la sécurité. Il faut que le président qui va venir assure la sécurité de ce pays. Il faut qu'on responsabilise nos FDS. Dans tous les cas, la sécurité par procuration a montré ses limites. Et on a besoin d'un président qui va marquer notre souveraineté et qui va faire en sorte de sécuriser le territoire et le peuple. Deuxièmement, c'est l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est par terre et même le candidat du pouvoir l'a reconnu. Donc, si l'éducation est par terre, et il n'y a aucun pays qui va se développer sans éducation, il n'y en a pas. Et il faut réhabiliter l'éducation. Il faut réhabiliter l'école publique. Et il appartient au président de la République, celui qui sera président de la République, de prendre à bras le corps le problème de l'éducation, pour que l'éducation soit un outil de développement pour notre pays. Bref, aujourd'hui, la gouvernance est catastrophique, avec son corollaire d'impunité, la même impunité dont on a souligné, où des gens estimant être au-dessus de la loi disent ce qu'ils veulent et ils ne sont nullement inquiets. Aujourd'hui, vous avez vu, du fait de cette impunité, la propension du trafic de drogue, ou même avec des ambulances, on trafique la drogue dans l'autre. Vous voyez le détournement des biens publics. Par rapport à la gouvernance, le défi, c'est qu'on a besoin d'un président courageux. Tous, chacun, tous, même le régime qui va finir, il dit qu'il va faire la bonne gouvernance. Malheureusement, à la place de la bonne gouvernance, c'est la mauvaise gouvernance avec son rôle d'impunité, de détournement, d'enrichissement illicite et d'abus des biens sociaux. Ce sont ces défis-là. Et il faut un président courageux. Et il faut de l'intégrité. Et il faut un président qui écoute le peuple.
Parce que c'est celui qui écoute le peuple qui peut bâtir une gouvernance vertueuse. Celui qui n'écoute pas le peuple, il n'écoute pas le peuple, il est coupé de la réalité du peuple. Il parle à la communauté internationale. Nous voulons un président qui va parler à la population, qui va prendre les préoccupations, l'agriculture et l'élevage. Tous les pays autosuffisants, c'est la campagne qui nourrit la ville. Nous, chez nous, c'est la ville qui nourrit la campagne. La campagne nourrit la ville parce qu'on a fait la promotion de l'agriculture. Ici, ils ont même privatisé la vente des engrais. Donc, personne ne peut acheter. Le paysan pauvre, là, il ne peut pas acheter l'engrais. Parce que ce n'est pas une agriculture industrielle. Il y a eu un programme, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais les gens vont aller photographier le jardin de quelqu'un, ils disent c'est Nigérien qui est. Quel Nigérien? La famille n'est pas là, vous n'avez pas vu les statistiques? 2 millions de Nigériens qui sont menacés. Il est où le programme? Selon les statistiques des Nations Unies. Regarde, la corruption. Un véritable défi, la corruption. Le dernier rapport de transparency, la note du Niger est médiocre. Pire, le Niger est dans la zone rouge des pays, en fait, qui ne peuvent plus progresser par rapport à la lutte contre la corruption. Il y a un stagne, des pays qui stagnent par rapport à la lutte contre la corruption. Mais vous êtes un peu comptable, puisque vous avez géré la ligne verte à un moment qui est censé être aussi un instrument pour lutter contre la corruption. C'est un instrument pour lutter, il y a même la halcia. Mais écoutez, quand dans un pays, l'impunité est devenue la règle, mais ça ne porte pas fruit. Vous vous souvenez, la halcia a été traînée dans la boue par un ministère. Elle a fait, c'est du concret, elle a investigué, voilà les preuves. Mais on lui a fait savoir que tu es une petite institution très fragile, tu peux rien et on fait ce qu'on veut et le ministère a fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, on a imposé au Nigériens le permis biométrique. Tout à fait. À partir de là, parce qu'au moment où l'affaire s'est passée, la halcia a commencé à sortir de la tête de l'eau. Et le ministère du Transport l'a enfoncée et elle est toujours dans l'eau. Mais écoutez, c'est ça l'impunité. C'est cela l'impunité. Et quand il y a l'impunité, même s'ils prennent de l'argent, les gens vont trouver la formule pour les mettre dans leur concession. Le Niger n'en profitera pas. Parce que point de développement sans lutte contre la corruption. On va revenir sur la question de la corruption. Madame Garba Memouna, quelles sont vos attentes par rapport au futur président? Merci. Je rappelle que je parle toujours au nom du cadre concerté pour l'observation de la sécurité électorale des femmes au COSEF. Et en termes de défis, je me suis toujours appesantie sur la question de l'apaisement de la situation en lien avec la sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité, mais le défi du nouveau président, c'est comment gérer la sécurité. Nous avons vu la Première Guerre mondiale, nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu le conflit récemment aux États-Unis, Afghanistan. Toutes les guerres au monde sont passées par la règle de négociation. Je me dis que le président, le nouveau qui devrait venir, devrait faire de la négociation son arme première. On ne peut pas, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour pouvoir combattre, et surtout une guerre asymétrique où on ne maîtrise pas l'ennemi. Je me dis qu'il faut obligatoirement, pour l'intérêt de tous, des femmes et des enfants, d'abord négocier pour qu'il y ait sécurité. Le deuxième problème, c'est un problème d'éducation. Je suis enseignante de formation, j'ai des larmes aux yeux quand j'entends des enfants de première, de seconde, des universitaires, des enseignants qui ont fini leurs études, n'être même pas à mesure de construire sujet vers compromis. Je me dis que c'est un défi très important en termes d'infrastructure. Je ne peux pas imaginer, comprendre qu'on soit dans certaines régions du Niger où les enfants soient sur des bancs ou bien des tabourets. Les conditions ne sont pas remplies.
la qualité de l'enseignement dépend aussi de l'encadrement. Je ne peux pas comprendre qu'on soit dans un pays où l'éducation doit être la première arme pour lutter contre le sous-développement, où des enseignants se retrouvent dans des conditions pitoyables, où les enseignants deviennent la risée de tous et de chacun. Je ne peux pas imaginer un seul instant que nous, en tout cas notre génération, nous avons profité des biens de l'État pour pouvoir réussir, si on doit l'appeler réussir. Je me dis que les enfants du peuple ont une dette envers l'État. Et à ce titre, l'État doit prendre toutes les responsabilités pour les mettre dans des conditions minimales d'études. La troisième chose, j'ai fait quelques universités à l'extérieur. Avant, quand on te dit Nigérien dans une université, quelque part, c'est vraiment un privilège, un honneur, et on le démontre à travers les résultats. Maintenant, on déplore de voir des étudiants qui vont à l'étranger, pas par mérite, qui reviennent d'abord sans le diplôme et qui reviennent avec une autre culture qui ne fait pas avancer le pays. Le défi est sanitaire. Vous allez voir des personnes qui viennent de la bourse reculée, de Zender, de Maradi, de Belmaoud, de Tilateri, des gens qui ne savent à quel sens se vouer dans des centres sanitaires où ça fait pitié parce que personne ne peut plus rien, ne peut rien. Moi je me dis un minimum de service doit être rendu à ce peuple parce que nous lui devons beaucoup de choses. La question est une question économique. Vous allez voir les femmes prendre les tasses de bon matin, prendre la route de Katako, et c'est elles qui deviennent finalement les chefs de famille. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et pourtant, le Nigeria avait cette fierté-là d'être le maître, mais finalement, on a des femmes chefs de famille par la force des choses. Le défi, il est de la gouvernance. Nous ne voulons plus de discrimination où là où il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est de cela qu'il s'agit. Bien sûr, c'est d'où entendre en tout cas les deux intervenants. Tout est priorité au Niger. Oui, exactement. Quand on regarde véritablement, tout est prioritaire, M. Seyni. Et je me rappelle d'une phrase du président actuel, Issouf, quand il était à l'opposition. Quand il voulait le pouvoir, il disait que au temps de Tanja, que le Niger est riche, mais il est mal géré, il est mal gouverné. Je ne sais pas si le président qui va venir va prendre le risque de prononcer cette phrase encore, parce que au regard de ces 10 ans, oui, je ne sais pas si c'est lui qui va venir, peut-être va prendre le risque là aussi. Parce qu'on a constaté que lui, il a dit aux Nigériens que le Niger est riche. Mais il est mal géré, on l'essaie, lui, il va bien gérer. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Jamais le Niger n'a connu un problème de gouvernance comme durant les 10 dernières années. Où pratiquement tout le monde est d'accord que tout est à terre. L'école, la santé, la lutte contre la corruption, partout. Les indicateurs parlent d'eux-mêmes, même si bon, les gens ne sont pas prêts à assumer ce genre de choses. Donc, je me dis que le défi du Niger, c'est le défi de la gouvernance. Point barre. Il faut créer la rupture totale avec cette gouvernance que nous connaissons aujourd'hui en 2021. Il faut créer la rupture. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, fais le contraire seulement, tu vas voir. Ça va marcher. Tout ce qu'on est en train de subir, celui qui va venir, il n'a qu'à faire le contraire, il va voir. C'est pas diable. Donc, mais tant que les gens ne créent pas la rupture avec ce qui est en train de se passer, s'il faut continuer avec cette école, comme madame a dit, une école où tu as des larmes quand tu vois quelqu'un de la 3e qui ne peut pas te faire une phrase. Alors que longtemps c'était la fierté nationale. Quand un Nigérien se présente dans beaucoup d'aspects, il va s'identifier comme étant parmi les bons quand même. Mais ce n'est plus le cas. Et puis les gens se jettent les responsabilités. Non, c'est pas moi, j'ai trouvé le système pourri. Et c'est ça le problème. Hein. Au lieu d'assumer l'entière responsabilité ou quelque part sa partition de responsabilité que moi-même j'ai contribué autant que faire se peut à détruire ou à continuer à détruire. Non, les gens ne le font pas, on continue. Donc je pense que si les gens acceptent que le pays est mal géré actuellement et qu'il faut créer la rupture sur beaucoup d'aspects, c'est déjà une très bonne chose. Deuxième chose, les spécificités. Au-delà de l'école, au-delà de la lutte contre la corruption, au-delà de tout ceci, moi je pense qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs, je ne vais pas répéter les autres, à mon avis, c'est la cohésion sociale, l'unité des Nigériens. Parce qu'il faut se dire aujourd'hui sans embâche, dans le concept de la gouvernance actuelle, il y a des Nigériens de première et de seconde zone.
Il y a aujourd'hui des jeunes du PNDS qui se permettent de faire ce qu'ils veulent et qui sont hors la loi, à qui la loi ne fait rien. Et les autres maintenant. Et les autres, y compris ceux qui les appuient, hein, même les partis satellites là qui sont avec eux, c'est la même chose. Hein. Tu ne peux pas faire la différence entre quelqu'un du MSD ou de Jamouria et quelqu'un de Lumana ou de... C'est la même chose. Et eux, c'est le parti au pouvoir qui se considère lui, qui se taille tous les privilèges et qui, indépendamment de tout ce qui va se passer, quand tu fais toi, on te sanctionne. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire une gouvernance où un Nigérien, parce qu'il est du parti au pouvoir, lui, il va bénéficier de... La preuve, c'est les affaires du ministère de la Défense là. Tous parce que c'est les gens du PNDS qui sont dedans. Hein. La preuve où je te dis que même les partis satellites qui les accompagnent, ils ne sont rien. Toutes les grosses affaires, quand tu regardes le détournement qu'il y a eu, c'est entre eux. C'est la preuve que même les autres ne sont pas l'un des autres. Donc je pense que c'est une situation où il faut unir les Nigériens. Et surtout cette politique-là aujourd'hui est venue diviser davantage, creuser davantage le fossé. Hein, où aujourd'hui, quand tu regardes, il y a une partie des Nigériens et une autre partie des Nigériens. Les gens, c'est en train de me ramener dans ma tête l'histoire de 93, hein, quand il y avait un change d'avant et les gens du MNZ à l'écart. Où les gens ne se partaient pas les baptêmes, hein, les décès autres. C'est-à-dire, la société était fracturée. Comme on dit, la fracture sociale était nette. Et maintenant, c'est en train de revenir de plus en plus quand vous regardez. Regardez la campagne telle qu'elle est en train de se passer. Quand on voit des véhicules avec des choses en caillasse et d'autres véhicules qui passent avec d'autres emblèmes, on laisse passer. Ça, c'est des problèmes de la société. Donc, je pense qu'il faut un discours unificateur de celui qui va venir. Il faut qu'il crée les conditions pour que la cohésion sociale, la fraternité, le bien-vivre entre les Nigériens que nous connaissons tous reviennent. Et cela va se faire d'abord avec sa propre conduite en tant que chef d'État. Parce qu'il faut gouverner par l'exemple au Niger. C'est ça le problème, c'est ça qui a manqué. La gouvernance par l'exemple. Tu donnes l'exemple, tu demandes aux autres de faire. Tu respectes la loi, tu protèges la loi, tu protèges la Constitution, tu demandes aux autres de respecter la loi, de respecter la Constitution. Et maintenant, dès que cet environnement sera créé, je pense que le reste va suivre de lui-même. Parce que le citoyen a besoin de constater seulement que celui qui est en haut, comme on dit, respecte la loi, il a peur de la loi, il fait ce qu'il doit faire et maintenant il va demander au reste de faire. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Tout se fait payer par le pauvre, tout. Alors, tu as parlé de permis de... Regarde, dans le mécanisme de la gouvernance au Niger, on a toujours imposé aux Nigériens. Jamais le citoyen n'est considéré. C'est le déni total du citoyen. On impose par la force. C'est toujours la force de la loi, comme on dit, ou la loi de la force, et non l'inverse. Donc je pense que les gens doivent nous gouverner beaucoup plus par les lois de la République, beaucoup plus par les textes qui régissent notre vie en société, que par leur humeur, leurs sentiments, leur orgueil, qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. Il faut que cela s'arrête et un autre Niger sera possible, je crois, avec le changement de comportement, d'abord à commencer par le chef qui va venir lui-même, et comme j'insiste, qu'il donne l'exemple lui-même, à travers lui, à travers sa famille, à travers son entourage, et nous allons copier. Traoré Amadou Daouda, je viens vers vous. Je vais vous poser la question sur la corruption, en tout cas les différents scandales, puisque en tant que journaliste, on a vu beaucoup, les journalistes étaient à l'œuvre pour mettre en nu justement beaucoup de scandales, beaucoup de détournements de deniers publics. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, la corruption a été un peu... comment dirais-je, n'a pas été aussi pris en compte dans toute sa plénitude, et également, est-ce que c'est pas là également un défi majeur pour le prochain président à venir? Et notamment, on a vu un des dossiers les plus fumeux, les plus brûlants, le dossier ministère de la Défense nationale. Est-ce qu'on ne risque pas de voir ce dossier être à jamais enterré? Bien. Je suis un peu gêné de parler de cette histoire de corruption parce que c'est devenu un serpent de mer. On en a tellement parlé. Donc, permettez-moi vraiment de ne pas trop m'appesantir là-dessus. Mais par contre, je voudrais revenir sur la première question que tu as posée, à savoir le défi du nouveau président de la République. Nassir a touché du doigt le véritable problème. Moi, je ne vois même pas le problème en termes de sécurité, d'éducation, de cela. C'est en termes de Nigériens entre nous. L'entente entre les Nigériens. Parce qu'on a beau
chanter qu'on va lutter contre l'insécurité, contre ceci, cela, mais au-delà de ton parti, ta coalition, c'est une ramification qui va aller juste toucher du doigt la réalité. Or, si au bout de la chaîne, celui qui doit exécuter n'est pas d'accord avec toi, comment tu vas mener ta politique? C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, par un concours de circonstances, les Nigériens sont devenus sectaires. Chacun, et ces élections l'ont montré, si tu n'es pas PNDS, je te combats. Si tu es Tianji, je suis PNDS, je te combats. On oublie que quelque part, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous issus de ce même Niger. Donc le défi du prochain président de la République, à mon avis, il faut, au-delà des alliances qu'il va contacter, et parce que le cadre qui va se produire, que ce soit avec Maman Ousmane ou avec Bazoum, ça va être vraiment difficile à gérer. C'est pourquoi moi je dis quelque part, il fallait trouver un système qui va nous mettre, enfin pas nous sommes des simples citoyens, bien sûr, mais qui va mettre les deux hommes-là dans une sorte de modus vivendi pour qu'ils s'entendent sur un minimum commun. Moi je pensais que à un moment, avant le début de la campagne pour le deuxième tour, aussi bien la société civile que peut-être même la population du Niger, la Cour constitutionnelle, tout le monde se serait levé pour dire attention, parce que ce qui va se passer, on va avoir quelqu'un peut-être qui va gagner les élections, qui n'aura pas une majorité, qui a une assemblée qui est complètement opposée à lui. Ou on va avoir quelqu'un qui va gagner et qui a, en tout cas, en croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on suit dans la ville, aussi bien dans la ville de Niamey qu'à l'intérieur du pays, quelqu'un qui aura une majorité des Nigériens qui est contre lui. Donc comment tu vas gouverner? Moi je pensais qu'il fallait vraiment avoir un petit terrain d'entente pour que chacun qui soit élu respecte ça. À la limite, une sorte de transition qui ne dit pas son nom pour qu'on efface toutes les dettes qu'on a les uns envers les autres pour partir sur un bon pied. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Maman Ousmane qui gagne, que ce soit Bassoum qui gagne, le Niger ne va pas sortir de l'ornière. Ça va pas sortir de l'ornière. Avant de rentrer ici, on était en train de dire qu'il y a une conférence de presse qui est en train de se tenir actuellement au lycée. Ça veut dire que chacun est arc-bouté sur sa position. Je disais avant-hier à un ami, j'ai dit, on a une situation bizarre dans ce pays. Ça m'a rappelé un peu la Côte d'Ivoire des années Gbagbo, où le slogan de campagne de Gbagbo était « on gagne ou on gagne ». C'était on gagne ou on gagne. J'ai paraphrasé ça, j'ai transposé ça au Niger, j'ai dit, le camp Bazoum, c'est on gagne ou on gagne. Le camp Tianji, c'est on gagne ou ils perdent. Donc, ça veut dire la même chose. N'est-ce pas? Si on ne gagne pas, ils vont perdre. Par comment? Donc, c'est ça le véritable problème de ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas une question de sécurité. La sécurité va venir après. Il faut qu'on se sécurise nous-mêmes pour pouvoir marcher. Si on marche la main dans la main, je pense le reste va découler comme l'eau de roche. Parce que quand il y a l'entente entre nous, les problèmes, comme ça, tous les programmes politiques, économiques, sociaux, culturels, tout ça, ça va se dérouler. Mais s'il n'y a pas une entente, vous n'aurez jamais la paix. Et moi, c'est ça ma grosse crainte aujourd'hui. Ce n'est même pas les djihadistes, c'est nous-mêmes. Si aujourd'hui, comme beaucoup disent que ça va se jouer cette nuit, si demain on se réveille avec un candidat que la population que Ousmane dit ne se retrouve pas, on ne sait pas comment ça va se passer. Si on se retrouve avec Ousmane aussi, eux, comment ça va se passer? Donc moi, la première inquiétude vraiment aujourd'hui, je ne ferai pas appel au marabout parce qu'on en a fait tellement appel à ces marabouts. Mais je parle, honnêtement, sérieusement, j'ai envie de m'adresser directement aussi bien à M. Bazoum Mohamed, à M. Maman Ousmane pour leur dire vraiment il faut qu'ils fassent le sursaut nécessaire. Il faut que chacun, la main dans la main, qu'ils se disent non, le pays là nous appartient. Et qu'on ne va pas gouverner sur des cadavres. L'unité nationale en quelque sorte. Vraiment, moi c'est ça ma préoccupation. C'est pas tous les enjeux là, les autres enjeux, ils sont des enjeux permanents. Ils seront là dans tous les cas de figure. Mais sans qu'on n'arrive pas à partir sur cette base, eh bien, j'avoue que
aucun programme ne peut réussir, aucune lutte, aucune politique ne peut réussir. Il faut partir sur ce plan-là. S'il y a des gens qui ont la capacité d'influencer ces gens, c'est le moment. C'est pas quand tout va se déglinguer qu'on va courir pour dire non, on ne fera pas le ministère après la mort. Cette nuit, je crois qu'elle est déterminante. Il faut qu'on fasse le sursaut nécessaire pour qu'il y ait la paix, au lendemain de ces élections, qu'il y ait la paix. Moi, c'est ça ma préoccupation en réalité. Elhadji Abdou. Oui, tu as raison, Pradam. Si vous vous souvenez, avant le coup d'État de 95, Maître Wade est venu réconcilier les Nigériens. Mais il y a une phrase qu'il a tenue. À ce moment, il était opposant. 95, hein? Avant le coup d'État de Barré. 96. Oui, lors de leur crise. Quand il est venu, il y a une phrase qu'il a prononcée. Il dit, s'il voudrait marcher sur les cadavres pour aller à la présidence au Sénégal, il allait le faire. Mais il ne fait pas marcher sur les cadavres. Malheureusement, dans notre pays, c'est ça la mentalité qu'on a. La mentalité qu'on a, on n'a pas de pays, on a des partis. Et dès lors, et comme vous voyez, tout est fait au détriment de l'intérêt général. Les gens n'ont pas de pays, ils ont des partis. Et on a malheureusement un système qui fait cette promotion-là, le système semi-présidentiel, à 2 tours là, où au second tour c'est une coalition, et la coalition-là fait du chantage. Et comme les gens ne croient pas, ils n'ont pas l'amour de ce pays, ils cèdent au chantage des alliés. Et c'est le résultat qu'on récolte aujourd'hui. Et c'est ça qui nourrit l'inquiétude de Traoré. Malheureusement, c'est ça le vrai problème. Et la cohésion sociale, le véritable ciment de la cohésion sociale, c'est le respect de la loi. Quand vous ne respectez pas la loi, et vous faites en sorte qu'il y a des Nigériens, comme Nassir dit, de première zone et de la seconde zone. Mais la fracture sociale est claire et nette. Et les gens raisonnent en ces termes. Mais écoutez, quand on a un président qui aime le pays, et qui respecte les lois, il n'a même pas besoin de nous dire de respecter la loi. Si le président respecte, tout le monde sait. Si le président respecte, ils savent que le président respecte celui qui ne respecte pas, il va voir. Mais c'est ça, guidé par l'exemple là, c'est ça qui manque. Parce qu'on a une autre mentalité, parce qu'on n'a que la mentalité de parti et de coalition. L'État est conçu comme une source d'enrichissement illicite où tout le monde vient avec son petit couteau pour couper une partie et aller dans son coin. C'est la mamelle. Oui, c'est ça. C'est vrai. On le considère comme un gâteau. Tout le problème est là. Et c'est pas pour rien que vous voyez ces partis qui se créent. Chaque jour, des chômeurs créent des partis. Un parti qui n'a le siège que dans un sac. Mais écoute, on court, on te donne préfet, on te donne gouverneur, on te donne DG. Et quel que soit le piège que tu vas faire, on ne va pas t'amener en prison. Mais écoutez, le discours ne peut pas ici, là. C'est l'application sans état d'âme de la loi. Aujourd'hui, on veut un président qui est capable. La cohésion sociale, c'est un président qui respecte la loi. S'il respecte la loi, les autres vont suivre. Ils n'ont pas de choix. Mais si le président, il estime que la loi, c'est pour les autres, ses amis, ses alliés, ils sont au-dessus de la loi. Mais il n'y aura pas d'unité nationale. Parce que l'unité nationale est possible quand les Nigériens sont égaux devant la loi. Si les Nigériens ne sont pas égaux devant la loi, quel que soit, vous mobilisez tous les marabouts du Niger pour prêcher l'unité nationale, tant que dans l'acte, dans les faits, la loi n'est pas égale pour tout cela, il n'y aura rien du tout, le discours ne va pas porter. Le véritable discours, c'est un président qui va aimer le pays. Parce que, évidemment, comme Traoré a dit, dans l'un ou l'autre camp, si on va dans la même logique, c'est des problèmes qu'on va récolter. Si Bazoum gagne, il a sa majorité mécanique écrasante là qui s'en foutent du peuple, ils vont faire ce que veulent leur sang.
Et ils vont dire aux gens, faites. Mais comment un dirigeant peut parler de rapport de force? Mais ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays. Tu veux que l'opposition va dans la rue et casser tout? On a entendu des gens du régime qui disent à l'opposition, si vous voulez, faites comme le Togo. Mais le Togo, c'est la casse. Dans ces genres de considérants-là, mais il n'y a pas de pays. Les gens sont là, accrochés au pouvoir, on s'enrichit. Et puis, bon, c'est la jungle. Comme je l'ai dit, donc, véritablement, c'est le président capable. Pour unir les Nigériens, il faut respecter la loi et ça commence par le chef. Si le chef respecte la loi, il n'a même pas besoin de dire. Parce qu'on n'est pas aveugle. Et on sait ce qui se passe. Mais quand le chef ne respecte pas la loi, mais Kunchela dont on parle, c'est pas son arme. Non. Il a arrêté son frère. Ici, là, les gens ne sont même pas capables d'arrêter leurs voisins. Quelle que soit la gaffe de leurs voisins, ils ne peuvent pas l'arrêter, à plus forte raison, leurs enfants ou leurs frères. Ou des alliés, ou les gens avec lesquels ils ont fait le parti. C'est ça le véritable, la mentalité là. Le véritable combat, c'est changer la mentalité du Nigérien pour faire en sorte qu'il aime son pays et qu'il sache que le pays vient avant le parti. Tant que c'est le parti, ben écoutez, ça va se perpétuer et on a un mauvais système qui ne promeut pas les choses parce que le système là où aucun parti n'est capable d'être, aucun président ne peut être élu sur la base d'un parti. Au second tour, il y a des vendeurs d'illusions qui sont là, qui viennent, c'est l'arithmétique du diable. On dit qu'on a 95 partis alors qu'il y a des partis qui n'ont même pas de conseil. Mais on dit parti. Mais les gens ne savent pas, il y a des partis qui n'ont même pas de conseil, il y a des partis qui ne sont même pas allés aux élections municipales. Ou un dirigeant de parti qui n'est même pas capable d'être élu chez lui, il n'est pas conseiller. Mais on les met dans l'arithmétique du diable, et on gonfle, on dit on a ça parce que on fait cette théorie de la limite du diable, c'est de l'esprit de voler en fait. Sinon on sait que les partis là ne représentent rien du tout. Madame Garba Maimouna, on sent que le Niger a besoin d'un président qui va être un véritable père de la nation pour l'unité nationale, qui va œuvrer pour l'unité nationale, un grand chantier à construire ou bien à reconstruire. J'ai écouté les uns et les autres. J'insiste toujours sur la position des femmes. Et nous avons bataillé pour avoir la loi sur le quota. Malheureusement, cette loi n'a pas été appliquée, en tout cas dans la plénitude de son contenu. Et les défis, comme vous le dites, il avait parfaitement raison de parler d'unité nationale. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je partage son idée, mais je me dis que la question de l'éducation est fondamentale parce que c'est à travers l'éducation que les comportements changent. Et cette difficulté, on l'a. Parce que ce qu'on regarde, le comportement des jeunes que nous sommes en train d'observer, c'est parce que quelque part, nous, en tant que famille, on a failli. Avant, quand tu as un enfant qui déconne dans la rue, tu n'as pas besoin de connaître son père pour le corriger. Et ça, c'est pour le bien de tous. Maintenant, quand tu touches à l'enfant de quelqu'un, tu risques d'être menacé. Même des enseignants ont été retrouvés dans les classes parce que tout simplement, ils ont corrigé les enfants. Je suis entièrement d'accord que c'est une question d'unité nationale. Mais moi, je persiste ici que la question de l'éducation, de l'instruction, au niveau même de la famille est très importante. Vous allez voir un père de famille qui va sortir de chez lui avec les journées continues de 8 heures pour entrer à 22 heures. Il ne sait pas ce qui se passe à la maison. Il ne maîtrise ni la famille, ni la femme encore bon de ça. Donc moi, je me dis qu'on est encore interpellé en tant que parents pour prendre notre bâton d'autorité parentale pour mettre les enfants encore sur la pourvoie. Il est encore temps, on peut les ramener à la raison. Vous avez parlé du fait que la loi sur le quota n'a pas été respectée dans sa plénitude. Quels ont été alors les goulots d'étranglement et qu'est-ce que vous attendez véritablement par rapport à cette loi? Et la loi sur le quota, vous me permettez, pour moi, parfois, donc, c'est même pas une loi que moi, personnellement, j'apprécie. Parce que parfois, quand vous regardez la loi sur le quota, c'est comme si c'est une loi au rabais. Les femmes, parfois, ne militent pas
elles ne font pas ce qu'elles devraient faire pour mériter leur place. Et la loi sur le quota leur permet de se positionner. Moi, je me dis que c'est une médiocrité quelque part. J'aurais voulu que la loi sur le quota soit une véritable loi de développement, une loi de mérite. Et ce qu'on a constaté, c'est le gouvernement qui a amené la loi sur le quota de 25% à 30%. Mais malheureusement, c'est toujours le gouvernement qu'on a vu. Si on prend par exemple le nombre de ministres, nous avons 43 ministres et on n'a que 8 femmes. On a beau crier, on a beau attirer l'attention du gouvernement, jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas le gouvernement même n'a pas respecté la loi sur le quota. Et en tant que défi, nous interpellons le président, le futur président, que nous avons été recensés à 55% sur le fichier électoral. Nous exigeons, en tout cas nous allons le suivre de très près pour que la loi sur le quota soit respectée et pour que les femmes soient à tous les niveaux décisionnels pour pouvoir défendre la place des femmes et des enfants pour l'intérêt du pays. Parce qu'on ne peut pas construire un pays en mettant de côté 50% de la population. Ça ne peut pas se passer. Peut-être comme l'autre le disait, on a suivi, mais cette fois-ci en tout cas, on a le nouveau président à l'œil, on va le suivre pas à pas, Inch'Allah. Nassir Seydou, je vais revenir sur la question de l'affaire MDN, puisque aujourd'hui, beaucoup ont peur à ce que cette affaire ne soit enfuie définitivement, vu tout ce que ça a suscité comme enquête, comme révélation, et qui a abouti à ce que nous savons. Oui, en tout cas, le tohu-bohu que ça a créé au Niger, c'est loin d'être fini, puisque chaque fois les gens en parlent, parce que visiblement, comment ça a été traité, les gens n'ont pas tiré satisfaction totale de ce qui doit être. Au regard de tout ce qui a été dit, c'est des centaines de milliards qui ont été dilapidés, ceci, cela, ils sont venus. Après, on a dit, bon, les gens ont payé et on a avancé. Dans tous les cas, dans le sens de la gouvernance ou de la justice, il faut chercher à convaincre les citoyens. La justice doit convaincre. La gouvernance doit convaincre. On n'impose pas une justice aux citoyens, on n'impose pas une gouvernance. Dans ta gouvernance, dans ta justice, tu dois convaincre. Quand tu convaincs, c'est terminé. Point barre. Maintenant, l'autre problème véritable, au-delà de ce que nous avons parlé de cohésion sociale, nous avons un problème des hommes d'État au Niger. Je te le dis en connaissance de cause. Celui qui doit venir, on souhaite qu'il soit intrinsèquement homme d'État ou qu'il le soit au fur et à mesure qu'il exerce la fonction de l'État. Parce que l'ancien président Tangiapé, à son âme, a dit quelque chose que les Nigériens ne peuvent jamais oublier. Il veut parler de la notion de l'État. L'État, là, où tu nais intrinsèquement avec des qualités, des prédispositions naturelles qui peuvent te permettre de faire face aux hommes et de gouverner l'État. Ou bien, avec tes relations sociales, tu acquiers des compétences qui vont te permettre d'y faire face. Et c'est ça qui explique le pouvoir, même dans son concept traditionnel. Alors il dit là, tu sais, on ne peut pas lui donner la gouvernance des hommes dans le contexte traditionnel. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'intérêt général est menacé de sa contrée, il peut faillir. Mais c'est là le sang de la noblesse, c'est là le sang qu'il a hérité de ses ancêtres. Il va tomber pour sauver ses populations. Le film de Toulala que vous voyez que les gens parlent, c'est un film assez illustratif de la notion de l'État. L'État n'est pas... N'importe qui ne doit pas arriver à l'État, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête. Et quand vous regardez au Niger, sur 100 hommes politiques, est-ce que tu as deux hommes d'État? Ils sont tous des hommes politiques. Il faut qu'on travaille à nuancer la notion d'homme politique et d'homme d'État dans notre pays. Et que nos politiciens ne comprennent. Tu n'as pas eu la chance intrinsèquement de naître avec les qualités d'État. Tu peux travailler tes compétences à l'avoir durant l'exercice de la petite fonction que tu auras du préfet ou du ministre. Mais quand vous regardez, on attribue des fonctions de l'État, des représentations de l'État à n'importe qui n'a pas la notion de l'État. Aujourd'hui, il y a des préfets, dès que vous les voyez, leur comportement, leur attitude face aux problèmes de population, est-ce qu'ils connaissent même l'État? Ils s'en parlent le bien de leur parti politique. C'est ça l'État? Non. L'État, quand même, c'est ta capacité intérieure à préserver l'intérêt général. À avoir mal, comme si on touche aux intérêts de ta famille, aux intérêts de tes enfants. C'est ça l'État.
L'homme d'État, c'est celui qui est capable de placer l'intérêt général de la population au-dessus de l'intérêt de sa famille, au-dessus de son propre intérêt, au-dessus de l'intérêt de son clan, s'il vous plaît. Et c'est à ça qu'on doit travailler. Il faut qu'on dénonce les attitudes de ces hommes politiques, parvenus leaders par hasard. Ils sont leaders des partis politiques par hasard. Et cela le montre dans la gestion de l'État. Cela le montre dans le choix qu'ils sont en train d'opérer dans plusieurs jours. Cela le montre dans la petite responsabilité qu'on leur donne de préfet, de gouverneur ou bien de ministre. Tu le sens. C'est lui qui a la notion de l'État. Même si tu le nommes directeur de l'école ou chef CSI, tu vas comprendre qu'il a la notion de l'État. Et il sait c'est quoi l'État. Il est là pour un certain nombre d'intérêts d'ordre général qu'il doit préserver. Et il le préservera au prix de sa vie. C'est ça. Mais quand les gens travaillent juste à comprendre, non, l'État, comme Aladji a dit, l'État sert de mamelle. Et que pour moi, dès que je m'accroche à l'État, c'est pour m'enrichir et non pour me sacrifier pour l'intérêt général. Je suis désolé, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc je pense que Dieu fasse en sorte qu'on ait quelqu'un qui est intrinsèquement homme d'État ou au futur, s'il ne l'est pas, avec les compétences, avec les relations qu'il va entretenir, qu'il le soit. Et dès qu'on a un homme d'État à la tête de l'État, l'État sera géré et les gens vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui est un homme d'État à la tête de l'État et l'intérêt général, vous allez voir, il va prévaloir dans toutes les circonstances. Merci Nassirou. Traoré, je vais vous une question particulière. Vous êtes journaliste, vous êtes également patron de presse. Alors, avec cette double casquette, quelles sont vos attentes par rapport au futur président? Alors, mes attentes, peut-être pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen nigérien, le journaliste, bon, il s'efface devant l'intérêt supérieur de notre nation. Moi, j'ai envie, au-delà de ce que tout le monde a dit, d'avoir un chef qui va aller dans la banalisation de certains symboles aujourd'hui qu'on nous a imposés et qui sont à l'origine de certains travers de notre société. Moi, j'ai envie d'avoir un chef qui sait que c'est lui qui a été élu, c'est pas sa famille qui a été élue. Je m'explique. Nulle part, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent peuvent peut-être me corriger, nulle part dans nos textes, il n'y a pas un rôle défini à une première dame dans ce pays. Aujourd'hui, depuis un certain temps, vous avez remarqué que les premières dames surplombent les ministres. Tout à fait. Il n'y a plus de ministres. Et ce comportement, c'est ce comportement qui est à la base de beaucoup de corruption. La première dame appelle, tu es NDG, je veux ça, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu fais ou on te dégage. Ou elle te fait aller, oui. Donc, il faut qu'il y ait un président qui se dise non, que c'est moi qui suis élu, ma femme là, si elle est fonctionnaire, elle reste dans son administration d'origine. Si elle est ménagère, elle reste à la maison. Elle va boire, elle va manger, elle aura le subside qu'elle veut. Terminé. Pas d'interventionnisme dans l'État. Si on a un président comme ça, je pense que c'est un premier élément. Je m'excuse, madame, si c'est ce que je dis peut offenser si ça peut offenser les femmes, mais moi je pense honnêtement, il faut qu'on commence par ça. Or, quand vous regardez la campagne, comment ça a été fait, des candidats qui ne sont que des candidats, leurs femmes sont protégées par les services publics. Ultra protégées, ça pose problème. Donc ça veut dire que on va vivre éternellement ce même problème. Donc ce sont ces femmes, vous allez avoir un gouvernement qui est là, qui a beau, et c'est là où je rejoins Nassirou quand il dit que ça dépend de la capacité de l'individu, de la capacité de l'individu vu les fonctions qu'il occupe. Mais une première dame, tu es un ministre de la République, elle est née qui est l'épouse de son mari, elle ne va pas t'appeler pour dire fais ça et fais ça, mais tu ne vas pas courir derrière elle pour que... Non. Donc c'est ça, quelque part, aussi, il faut savoir choisir les hommes. Mais malheureusement, c'est que aujourd'hui, les dirigeants qu'on a, ils aiment être courtisés. Le bon chef, mon père a l'habitude de dire, sois digne, sois honnête avec ton patron, ta hiérarchie. Même si tu gagnes rien, tu gagnerais au moins à dire, ah, si un tel était là, il a dit comme ça. Mais si tous les chefs veulent simplement, quand tu viens, tu dis ça, c'est bon, le chef est content. Mais c'est pas ça. Un chef n'a pas à être content. Un chef, il a à prendre plusieurs avis avant de décider. Mais il ne décide pas unilatéralement. Il ne décide pas parce que Nassirou, ça ne lui plaît pas. Il dit non, il ne veut pas. Non. Donc il faut
au-delà de toute chose, il faut qu'on ait des dirigeants qui soient comme ça. Et des dirigeants qui se disent que moi, je suis hyper protégé. Je dors, je les 3 repas quotidiens. Mais est-ce que c'est lui qui est à Bilma, ou bien qui est à Ningimi, ou qui est à Kassatouman, ou à Ayoro, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il a bien dormi aujourd'hui? Notre président actuel a dit, son modèle, c'est Omar bin Khattab, le calife Omar. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup étudié ce qui est le calife Omar, mais le peu de choses que je sais sur le calife Omar, c'est à des centaines-lumière, à des années-lumière du moins, du comportement de l'actuel président. Donc quand on prend des référentiels forts comme ça, on doit être en mesure, on ne dit pas, c'est pas les humains que nous sommes, on est des pécheurs comme disent les chrétiens, on ne peut pas s'approcher de ce que nous sommes. Mais le minimum quand même doit être observé. Mais quand on est un chef d'État qui c'est sa jouissance personnelle qui l'intéresse, le bling-bling, l'État, ce que la population fait, ça ne l'intéresse pas beaucoup, là il y a un gros problème. Et comme il a dit, c'est pas dans les discours, c'est dans les actes. Un président qui se dit non, le Niger doit travailler. Je me déplace, j'ai un cabinet, mon aide de camp, mon directeur de cabinet, une petite sécurité, on va à l'aéroport, on s'en va ni vu ni connu. Mais si vous allez mobiliser tout le gouvernement, durant 2-3 heures, le temps d'aller à l'aéroport, de venir, la journée est finie, donc il n'y a pas de travail. Il faut que, j'ai envie de dire, il faut que vraiment que la société civile se lève pour qu'on impose des comportements futurs à qui qu'il soit, celui qui doit venir président. Les histoires d'aéroport, les histoires de première dame, les histoires de ceci, là, il faut que ça soit vraiment. Et regardez, l'histoire d'escorte. Tout le monde souffre dans sa chair. Parfois, vous ne partez même pas au bureau. Parce que à 7 heures, si le président doit voyager à 7 h, 8 h, il n'y a pas de possibilité d'accéder à vos locaux. Donc, il faut qu'il y ait des comportements. Le président, si tu es élu par le peuple, il n'y a pas de problème. C'est nous qui t'avons élu, donc ta sécurité dépend de nous, pas de ce petit groupe qui est avec toi. Donc la sécurité du peuple, la meilleure protection pour un président, c'est son peuple. C'est pas l'histoire de chars de combat, c'est pas l'histoire de cible. Quand regardez au Bénin, ou bien regardez au Burkina Faso que je connais très bien. Je disais ça ce matin à une amie. J'ai dit, la dernière fois j'étais à Ouaga, à l'hôtel où le président était venu, mais c'est à la limite, si le garde ne s'interpose pas entre nous, j'allais le frôler pour passer. Or chez nous, oui, Rock, or chez nous ici, si le président va dans un hôtel, l'hôtel est bouclé, il n'y a personne qui peut accéder. Donc comment voulez-vous qu'on marche comme ça? Et ça, si les gens laissent faire, ça c'est passé, on espère que celui qui va venir, il ne va pas se comporter comme ça. Lui-même, il en a souffert. Peut-être si c'est Bazoum, lui, il n'en a pas souffert, il s'accommoderait. Mais je suis sûr que Ousmane, Maman Ousmane, a dû souffrir un jour dans un cortège, il sort de chez lui, la route est bloquée ou quelque part. Donc, ils ont souffert chacun, en tout cas, surtout le président Ousmane a souffert dans sa chair. Donc, on doit éviter ce genre de comportement. Il faut qu'il y ait une sorte de, je ne dirais pas de loi, parce qu'on n'a pas besoin de faire une loi dessus, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un changement de comportement, que les Nigériens disent non, on ne veut pas, ces barricades-là, on ne peut plus accéder. Pour arriver de chez toi, si tu es à l'hôpital, tu veux venir à Yantala, il faut que tu fasses un grand tour. Or, nous tous, on a grandi dans ça, on a l'habitude, moi qui vous parle, j'ai l'habitude de jouer à 2 h du matin sur le goudron actuel où on ne passe pas. À 2 h du matin, et c'était sous Kountié. On traverse la gare présidentielle pour aller de l'autre côté. Tout ça, là, il faut que ça revienne, il faut que les Nigériens vivent. Parce qu'aujourd'hui, les Niameyens, en tout cas, surtout dans cette zone, ils ne vivent plus. Heureusement qu'il y a la déviation de la corniche aujourd'hui, qui facilite un peu les choses. Donc, il faut que, si on a vécu ces 10 ans, comme les gens le disent, dans nos chairs, dans la souffrance absolue, eh bien, celui qui va venir, qui qu'il soit, il faut que, je ne sais pas, c'est une pétition, c'est comment, mais il faut que les Nigériens, surtout les Niameyens, disent non, il ne faut plus qu'il y ait ça, plus jamais ça. Niger, là, c'est pour nous tous. Tu as été élu, c'est un mandat qu'on t'a donné. Fais ton mandat, on va te protéger. Mais il n'est plus question que pour ta seule commodité, nous, on ne doit pas dormir, ou bien nous, on ne doit pas aller voir nos malades, ou bien nous, on ne doit pas faire nos courses.
Là, j'ai dit pour les solutions, on va faire un tour de table pour les forces de proposition. On a relevé les défis. Alors, quelles sont, à votre niveau, les forces de proposition dans le cadre justement pour épauler ou accompagner le futur président? Bien, merci. La première solution, c'est que Traoré vient de souligner. Vous savez, quand je disais, si vous avez peur de votre peuple, vaut mieux démissionner. Ce que vous avez souligné, il faut demander les gens de Harabanda. Le président de la République, c'est lui le chef de l'administration. Il bloque l'administration durant 1h30, 2h. Pour être pragmatique, prenez l'exemple, si le président sort, la voie est bloquée. Et il faut attendre, c'est-à-dire, quand il va partir et que par hasard vous êtes là, les ministres qui l'ont accompagné, ils veulent l'accompagner pour que vous puissiez passer, ils veulent l'accompagner et il faut qu'ils reviennent pour que vous passiez. Et pourtant, lui, c'est le chef de l'administration. C'est lui qui cause ces désagréments. Mais en quoi il va se jouir qu'un élu? Un élu n'a pas peur des gens qui l'ont élu. On n'a pas dit qu'il doit se promener seul, non. Il y a un petit dispositif de sécurité, d'autres présidents l'ont. Je pense qu'eux, ils ne craignent pas leur peuple. Mais la solution, c'est de faire en sorte de ne pas craindre le peuple. Vous avez vu le président militaire qui a fait un coup d'État, qui a même tué des gens au Ghana. Quand il est à retraite, il circule seul. Il régule même la circulation. Quand on l'a demandé, il dit que c'est le peuple qui va garantir sa sécurité et c'est le peuple qui garantit sa sécurité parce qu'il a été un homme d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à mourir pour l'intérêt général. Mais écoutez, quand nous, la politique fait que des hommes d'affaires embusqués dans la politique deviennent des présidents ou des ministres, mais écoutez à quoi? Mais ils font leurs affaires. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, la politique est devenue un travail. Les gens ont abandonné. Ils ne travaillent plus. C'est la politique. C'est pour cela que les gens n'aiment pas faire l'opposition. Parce que l'argent, c'est l'État. Chacun veut aller prendre sa part. Donc, la première solution, d'abord, l'exemple doit venir du président. Et le président doit faire montre d'un patriotisme exemplaire. Parce que c'est lui que les gens vont copier. Aujourd'hui, si on a un président qui respecte la loi, c'est que tout le monde va respecter la loi. Mais quand le président n'est pas capable, évidemment, un jour, j'ai fait une colère impossible. Quand je suivis à Télé Sahel, on dit telle première dame a organisé, je regarde, il y a 4 ministres. Mais j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? On est dans quel état ça? C'est de la première dame qu'on parle alors qu'il y a 4 ministres. Mais c'est quoi? C'est qui la première dame? Elle a quoi? Elle n'a rien du tout dans l'état du Niger. C'est juste la femme du président. Quand elle va à une cérémonie, c'est la femme. Sinon, elle n'a rien du tout. Et on ne doit pas faire cette promotion-là. Et j'espère que ceux qui seront élus, là, le président qui sera élu, va tirer les leçons et comprendre. Parce que ce que les premières dames font avec leur statut actuel, c'est du trafic d'influence. Ça s'appelle trafic d'influence. Et il faut qu'on arrête ça. Donc, la solution est simple. C'est cette impunité-là qu'il faut casser. Et l'exemple doit venir du président. Et le président doit dire à sa coalition qu'il ne peut pas cautionner la forfaiture. Un ministre de la coalition, quand il détourne, on va l'arrêter. Donc il se prépare. Mais s'il va céder à leur chantage, parce qu'il y a une paranoïa qui habite les présidents, non, non, je ne veux pas ça, on va faire coup d'État. Ou on va faire cohabitation. Quelle cohabitation? Mais vous épargnez votre personne et vous exposez l'intérêt général. Vous suivez mécaniquement les yeux fermés votre alliance. Aujourd'hui, c'est les statistiques de l'UEMOA qui donnent un taux impressionnant des Nigériens qui vivent en dessous du seuil
de pauvreté. 115%, presque 115%. Regarde, on est assis sur des richesses et on est extrêmement pauvre. Donc, nous attendons la solution, c'est le président qui a avoir ce sens de l'État. Quand on a le sens de l'État, on respecte la loi, parce que la loi c'est pour protéger l'État. Et on respecte l'intérêt du peuple et on écoute le peuple et on bâtit une gouvernance qui prend en compte les préoccupations du peuple. Merci Agaj. Madame Garba Maïmouna, quelles sont vos forces de proposition pour le futur président? Moi, je proposerais que ça soit un président auquel le peuple a facilement accès. Que quand un cultivateur de terrasse se lève, il a des problèmes. En tout cas, qu'il ait des manières ou des mécanismes pour lui permettre de s'exprimer. Où on ne voit le président que pendant la campagne, le député pendant la campagne, le conseiller pendant la campagne, il disparaisse de la vie des populations. On veut vraiment que désormais, que ce mandat-là soit un mandat du peuple. Et une autre chose, on veut que ce soit un président modèle en termes de travail. Que vraiment qu'il remette les gens au travail, mais qu'il le fasse par l'exemple. Parce que quand vous rentrez dans l'administration au Niger, vous allez voir des gens qui vont venir à 9h pour un peu se balader, voir s'il y a les nouvelles, et la personne disparaît. Donc vraiment, on a besoin de quelqu'un qui va remettre les fonctionnaires au travail, mais en plaçant la personne qu'il faut à la place. Parce que vous allez voir quelqu'un de très médiocre en tant que chef, il y a une certaine méfiance qui se fait au niveau de l'administration, à telle enseigne qu'on n'a pas les résultats, parce que tout simplement, quelqu'un se voit frustré, il sait qu'en termes de mérite, il a ce mérite-là, mais il a un chef qui ne fait pas le poids, mais tout simplement parce qu'il est dans un parti politique. Donc je trouve qu'on ne peut pas avoir de résultats sans le travail, le vrai travail dans l'administration. Certes, les mesures ont été prises, mais ce sont des mesures qu'on ne respecte pas, parce que même le chef parfois ne le respecte pas. Vous allez voir des responsables d'administration qui s'attendent beaucoup plus à la politique qu'au travail pour lesquels ils ont été nommés. Donc on interpelle le futur président pour que l'administration ne soit pas cette vache à lait, que ça soit vraiment une administration productive, de ça doit sortir les résultats du pays. Et j'avais oublié un défi important pour le président. Vous avez fait un tour dans la ville de Niamey, les feux optiques sont bondés par les mendiants. Vous avez la mendicité à vendre au Niger. Et la mendicité, c'est quoi? Ce sont les jeunes filles, ce sont les jeunes enfants. Moi, je me dis que c'est des mesures importantes et urgentes qui doivent être prises parce que il y a feu, il y a péril à demeure, parce que la mendicité est en train de prendre des ampleurs inquiétantes qu'au fil du temps, on ne pourra pas maîtriser. Que le futur président ait le courage, ce courage politique-là de prendre certaines décisions pour l'intérêt. Parce que imaginez des jeunes filles de 3 ans, 4 ans, parfois que ça donne à la prostitution, qui ne fréquenteront jamais l'école et qui vont devenir aussi des mendiants. C'est vraiment une ligne, une génération de mendiants. Et ça va jouer sur le développement du pays. Donc il prend les bras, il prend son courage à deux mains pour vraiment rectifier ce tir-là. Parce que c'est danger. C'est un danger public là. Vous allez voir des très jeunes filles en bonne forme, des femmes en très bonne forme qui n'ont aucun handicap, aucun, et qui s'adonnent et qui trouvent du plaisir à le faire. Et vous le voyez non seulement à Niamey, mais c'est que ça prend aussi le peur dans certaines villes. Donc c'est vraiment un défi pour le futur président. Nous nous interpellons. Si nous écoute, il a intérêt donc vraiment à jouer sur cette ligne-là. La mendicité, c'est une grande nation. Surtout par rapport à la mendicité là. Mais à un fait gravissime, maintenant il exploite des petits enfants de 1 an, 2 ans. C'est-à-dire vous les voyez à peine. Quand vous êtes dans la voiture, vous les voyez à peine. Vous pouvez. En fait, c'est extrêmement grave. C'est une stratégie. Non, mais ça, là, il faut arrêter cette exploitation des enfants de 1 an, 2 ans. Vraiment, il faut. C'est la stratégie comme ça. Moi, je pense que, à mon avis, les Nigériens souhaitent avoir, comme c'est les souhaits, les vœux, un président aujourd'hui qui respecte le peuple. Respecter le peuple, à mon sens, veut dire simplement respecter ses aspirations, chercher à satisfaire les aspirations du peuple qui sont contenues où? Dans la Constitution. Les Nigériens souhaitent avoir un président qui fera de sa boussole la Constitution du Niger. Quand on l'aura, je pense que toutes les aspirations du peuple sont comprises dedans. Et autant que faire se peut,
s'il respecte cette constitution, s'il va respecter son serment coranique, parce qu'on a affaire à deux musulmans, je pense qu'il fera en sorte que les citoyens comprennent qu'ils peuvent cette fois-ci aspirer à la bonne gouvernance, c'est-à-dire la satisfaction des intérêts, les intérêts qu'ils soient d'ordre général ou d'intérêt, mais le plus important c'est que les intérêts des citoyens soient satisfaits. Et cela, comme je l'ai dit, tout est compris dans la Constitution. Le peuple nigérien souverain a déjà dit tout ce qu'il veut dans la Constitution. Il veut seulement quelqu'un qui va venir respecter. S'il quitte son bureau, il regarde qu'est-ce que le peuple veut. S'il dort, il regarde qu'est-ce que le peuple veut. Il fait de ça sa boussole, c'est terminé. Maintenant, cette affaire de dame là, dont les gens ont dit, c'est sérieux. Hein? les premières dames, c'est très sérieux. Parce que, regardez, moi j'ai souvenance. Hein, les affaires de premières dames là devraient prendre forme normalement avec le système militaire. Oh. Mais regardez, Conchi est mort, personne n'a vu sa femme dans ces affaires. À l'échelle même, on ne sait même pas. Voyez-vous, cette affaire de première dame a commencé à prendre forme avec Feu Bari. Et c'est eux là qui ont dénoncé ça. Là. Eux là. La première, Assandé, première dame, a dénoncé qu'elle ne fait pas partie des affaires de l'État. C'est avec le Feu Bari et c'est eux là. Et maintenant, comme vous avez dit, à l'avenir, il faut que cela soit clairement combattu. Si c'est vrai, et Bohare a dit que la première dame doit être chicken, ou que les femmes là, vous êtes insultés contre lui. Oui, elle a dit ça à un moment donné. Elle a dit que sa femme, sa place, c'est comme moi. Non, elle a fait du zèle, effectivement. Mais vous avez vu comment les femmes ont bandit dans le monde là. Non, c'est la vérité. Elle a dit c'est moi qu'on a élu. C'est moi qu'on a élu. Toi, comment ça s'appelle? Sa femme Aïcha, tu restes dans ton foyer. Et maintenant, les femmes ont dit non, elle a discriminé les femmes, ceci, cela. Non. Je pense qu'on élit un homme pour faire face à des besoins de la société et c'est à lui de le faire. Et pour moi, le reste. Si la femme veut, elle se le président doit gérer sa famille comme Alex doit gérer sa famille, comme Moussaïne doit gérer sa famille, comme je gère la famille. Le reste, maintenant, on va voir comment on va faire. Traoré, votre message à l'endroit du président en termes de dernier mot du futur président? Enfin, je crois que tout a été dit. S'ils nous écoutent, je suis sûr que même s'ils ne nous écoutent pas, leurs collaborateurs nous ont écoutés. Moi, je reviens encore sur ce que j'ai dit. J'ai envie vraiment que celui qui gagne appelle celui qui a perdu très rapidement, qu'il s'asseye. Écoute, j'ai gagné, mais voilà ce que je risque de rencontrer comme problème. Faisons la paix sur ça et ça. On a dit que non, dès que le président, si c'est Ousmane qui gagne, il va dissoudre l'Assemblée, on va aller vers des élections. Donc vous voyez, on crée un autre problème encore. On décide, et naturellement, si c'est Bazoum qui gagne, il va consolider pour avancer. Donc ça veut dire que les autres, ils comptent pour du beurre, comme dirait l'autre. Donc le problème reste entier. Donc honnêtement, j'ai envie, Mazouin il a éloigné la caméra, j'ai envie de les regarder droit dans les yeux pour leur dire que vraiment, vous n'êtes que circonstanciel. Le pays là, c'est pour nous tous, c'est pas pour vous. Hein. Honnêtement, c'est pas pour vous. Donc voilà mon appel. Voilà, vous avez votre caméra maintenant, le message est passé. Voilà, donc vraiment j'ai envie de dire au président Maman Ousmane et au président Mohamed Bazoum que celui d'entre vous qui gagne, qui sache que nous Nigériens là, c'est pas les Nigériens des années 2090-2000 là. Ce sont les Nigériens des années 2021. Les yeux sont ouverts, comme dirait Jean-Michel Cancan. On a compris beaucoup de choses. On souhaite que vous nous dirigez vers des lendemains meilleurs, pas vers des compromissions politiques, pas vers l'intérêt de vos familles respectives. On veut que le pays soit votre boussole, que ce soit la ligne de conduite. Et pour ça, il faut que vous ayez un minimum commun. Voilà ce que j'ai à dire. Merci Traoré, Amadou Daouda. Donc le message est clair, le futur président doit être le président de tous les Nigériens, sans exception. Nous en venons au terme de cette émission spéciale nuit électorale, second tour de la présidentielle, dans laquelle nous avons évoqué entre autres le déroulement des opérations de vote de ce 21 février avec la responsabilité qui a été demandée à tous les acteurs pour que la paix et la stabilité puissent
puisse prévaloir au lendemain de ce scrutin. Et aussi, nous avons parlé des défis qu'on a vus nombreux et énormes qui attendent le futur président. Un président qui on souhaite doit être un président responsable, un président rassembleur, un président véritable père de la nation, modèle en termes de travail bien fait. Donc, ce sont quelques-uns des messages qui ont été délivrés par nos invités. Traoré Amadou Daouda, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Matinal. Merci. El Hadji Idi Abdou, acteur de la société civile, observateur de la scène nationale. Merci. Madame Garba Maïmouna, présidente du Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes, COSEF, merci. Merci aussi Seydou Nassirou, qui est acteur de la société civile et également observateur de la scène nationale. Merci à tous nos correspondants de l'intérieur du pays aussi qui étaient avec nous. Merci à l'équipe technique qui nous a appuyés et qui a contribué également jusqu'à cette heure pour cette émission spéciale. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de ces pratiquement près de 4 heures de temps d'antenne sur cette émission spéciale de l'année électorale second tour de la présidentielle. Bonne réception. Les programmes H24 de Canal 3 Niger se poursuivent.